en faisant ce film, il y a quand même quelque chose où je suis à peu près convaincu, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que quand un de ces enfants se retrouve en difficulté scolaire ou en échec scolaire en tout cas, je pense que tu ne peux pas les accompagner de la même façon que quelqu'un qui n'a pas le profil de haut potentiel. Ça, je pense. Je pense que c'est une manière différente, puisqu'en fait, l'échec scolaire ne se manifeste pas de la même façon, finalement. C'est plus c'est une personne à haut potentiel, alors ça peut paraître prétentieux, mais ça correspond à une lassitude, en fait, par rapport à ce qui peut être abordé en classe et depuis les débuts de la scolarité. Un échec scolaire chez une personne qui a des difficultés de compréhension, c'est sûr que c'est pas la même façon de l'accompagner. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission avec Alexandre Bitoun et vraiment je suis ravi d'avoir Alexandre avec nous. Il a fait un magnifique reportage, vraiment. C'est tellement rare sur le sujet des surdoués d'être fait avec autant de notés, de dimensions et de témoignages. Vraiment, c'est comme beaucoup, c'est assez décevant, assez caricatural. Donc voilà, je suis ravi qu'on échange avec Alexandre. C'est un nouveau voyage. On est toujours dans le monde des différentes neurodiversités. Et puis, comme d'habitude, moi, ce que je souhaite, c'est aider les gens, aider les parents, aider les enfants sur cette chaîne, trouver des informations avec des gens concernés et surtout rentrer dans le moteur et pas rester sur des superficialités qui autorisent plein de choses plus ou moins désagréables. Alors c'est aussi utile, mais les vérités sont à l'intérieur du moteur et moi je m'intéresse aux gens en priorité, sans ignorer tout le reste qui est aussi utile. Voilà pour ce démarrage. Alexandre, bonjour, je suis ravi que tu sois avec nous. Vraiment, j'ai été enchanté par le travail que tu as fait. Comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a touché, c'est que tu n'as pas pu faire autrement que de parler de toi dans le reportage. Et alors, c'est vraiment, mais c'est tellement authentique. Enfin, je trouve que on parle du sujet et ça parle de tout ça, y compris que ça te concerne. Et je trouve que ça a rajouté une dimension du monde dans lequel on va, en particulier pour ceux qui sont concernés. Donc peut-être que ceux qui ne sont pas concernés, ça les a dérangés. Mais en tout cas, je te promets que pour ceux qui sont concernés, ça les a beaucoup touchés. Alors, je te laisse la main et peut-être te présenter de la manière qui t'intéresse. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, bah, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Et oui, bah, c'est vrai que ce que tu dis par rapport au fait que j'ai abordé donc ce film à la première personne, alors c'est vrai que c'est pas qu'on m'a pas laissé le choix, c'est simplement que c'est vrai que j'ai été concerné à un moment donné par la question. C'est vrai que je me suis posé la question si c'était pertinent de l'aborder à la première personne, parce que comme tu as pu le dire, c'est vrai que ça peut paraître parfois, en première lecture, ça peut paraître prétentieux d'aborder ce genre de thématique à la première personne. Et finalement, si tu veux, le fait de prendre l'angle des difficultés, bah, ça a permis, si tu veux, bah, comme tu dis, peut-être, en tout cas, euh, j'ai, en tout cas, je trouve que ça a permis d'humaniser, si tu veux, de mettre, voilà, d'avoir un regard subjectif et puis en plus bah, d'être sincère. En tout cas, j'ai essayé de faire ça du mieux possible pour aborder ce film. Et puis c'est notamment aussi au contact de ces enfants où je me suis aperçu effectivement qu'il y avait que c'était indispensable en fait d'aborder l'angle de la sincérité, parce que faut aussi gagner la confiance de ces personnes. Ce qui a pas été non plus simple au fur et à mesure que j'ai réalisé ce documentaire. Ensuite, dans un deuxième temps, je crois que tu voulais que je me présente, donc c'est vrai que j'ai... Oui, alors donc je suis réalisateur documentariste. J'ai démarré avec un film sur Guillaume Depardieu, qui a été fait tout d'abord ça a été fait pour une chaîne locale
Et puis finalement, bah, c'est à partir de ce film-là, qui a notamment été récompensé en festival, que j'ai eu la possibilité de faire ce film pour une chaîne nationale, enfin mon deuxième film. Donc celui que tu connais, La dure vie des surdoués. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça fait à peu près, ça va faire 5-6 ans quoi, que je réalise des films. Sur quoi tu es concerné par la neurodiversité? Parce que ça te rend encore plus légitime pour faire ce que tu as fait et sans doute pour communiquer avec les gamins, parce que c'est clair que les gamins, et on va venir dessus parce que c'est un peu mon combat, et qui sont eux des atypiques, c'est clair, ils veulent savoir en face s'ils ont un ou une homologue ou pas. Et ils vont balancer toutes les pots de banane qu'on verra pas pour aller vérifier ça. Et comme disent un certain nombre, on pourra revenir dessus. C'est si on sent qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas compris, on ferme, on se tait, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour éviter très souvent des maladresses ou des maltraitances. Alors, disons que en quoi je suis concerné. Bon, alors c'est vrai que j'ai eu ce diagnostic, enfin ce diagnostic, cette identification. Maintenant, j'ai bien compris qu'on parle d'identification et pas de diagnostic à l'âge de 13 ans. Mais c'est aussi parce que, bah, comme dans les conversations qu'on a pu avoir au téléphone et comme tu as pu le percevoir, notamment lors du débat auquel tu as assisté sur LCP, effectivement, bah, j'ai des signes qui sont propres à l'autisme et ça, pour le coup, j'ai eu également une identification il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc voilà en Donc, quoi je suis par ces questions. THPI, TSA, oui, c'est sûr, quand je t'ai dit, quand je t'ai vu sur le débat à la fin sur l'émission, j'en ai tellement en magasin et je connais tellement bien le sujet que c'est tellement évident. Et en fait, j'en suis à me demander, mais on va avoir d'autres interviews sur le sujet sur la chaîne cette année. C'est qu'est-ce que vient rajouter l'autisme à la douance au-delà des diagnostics ou des identifications selon à qui on s'adresse. Effectivement, c'est pas un diagnostic parce que ce n'est pas une pathologie, mais les gens HPI ou THPI, TSA, ils vont pas au même endroit, mais pas du tout, du tout, du tout. Qu'un HPI, je parle d'atypique atypique normal. On va jouer avec les subtilités. Donc c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Comment c'est arrivé le fait que tu aies la possibilité de faire ça et tu m'avais dit que tu me parlerais d'autres trucs sur ce reportage. Donc si j'ai bien compris, en fait, cette classe peut être remise en question. Le proviseur est parti, donc ça a été une aventure et c'est pas sûr que l'aventure puisse durer déjà. C'est vrai. C'est vrai. Bah, alors, en fait, j'avais appris. Alors, quand je me suis intéressé en fait à ce sujet, bon, c'est vrai que j'ai eu un parcours scolaire pas simple, effectivement, que j'étais quelqu'un qui doutait énormément de ses capacités. Et en fait, bah, comme j'ai pu te l'expliquer tout à l'heure, effectivement, j'ai eu cette identification à l'âge de 13 ans, ce qui m'a quand même interpellé, puisque j'avais toujours été catalogué comme quelqu'un en échec scolaire, perçu comme quelqu'un qui avait des difficultés, et d'un coup, bah, voilà, on pose comme ça cette identification. Et donc, effectivement, ça m'a amené à me poser pas mal de questions, et d'où l'idée d'aborder ce film avec l'angle justement des difficultés à l'école. Voilà. Et donc, j'ai appris, en m'intéressant à cette question, qu'il y avait ce dispositif qui était mis en place donc, au sein du collège Georges Brassens. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est que bon, bah, c'est un arrondissement de Paris où il y a une grande mixité sociale, alors que souvent, toutes ces, comment dire, toutes ces mises en place de besoins éducatifs particuliers, c'est souvent les établissements privés qui mettent en place ce genre de dispositif. Et là, je me suis aperçu que voilà, qu'il y avait un établissement public qui proposait justement cet encadrement. Et en plus de ça, bah, je trouve ça très positif puisque ça montre que l'éducation nationale a pris conscience de ces questions-là. Donc, d'où mon intérêt pour le collège Georges Brassens et d'y tourner pendant un an pour la réalisation de ce documentaire.
Ça a été compliqué pour qu'ils soient d'accord pour que tu fasses ça parce que ça parle. C'est-à-dire, comme d'habitude, les atypiques font symptôme d'un système. Donc, ça parle des enfants, ça parle des enseignants, ça parle du système, ça parle du collège. Et ils auraient pu ne pas être d'accord. Sûr. Bah, en réalité, alors ce qui est formidable, c'est que l'équipe pédagogique, à l'époque où j'y ai tourné, était très investie, et il me semble que c'est encore le cas. Il y a beaucoup de gens très investis dans ce dispositif au sein de l'équipe pédagogique. Et le proviseur, à l'époque aussi, était très investi. Donc, ça a facilité certaines choses. Après, bon, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est jamais anodin pour un proviseur de laisser comme ça des caméras de télévision au sein de, au sein de son établissement. C'est vrai que c'est toute une organisation, notamment vis-à-vis de certains parents d'élèves. Ou voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui les chefs d'établissement, voilà, prennent beaucoup de précautions avant de laisser comme ça un réalisateur poser ses caméras. Mais j'ai eu la chance d'être très bien tombé et d'avoir une équipe pédagogique formidable qui a accepté de se prêter au jeu. Beaucoup se sont prêtés au jeu, pas tous, mais bon, de toute façon, on ne peut pas jeter la pierre, parce que je comprends aussi qu'il puisse y avoir certaines méfiances, notamment vis-à-vis de certains médias. Je pense que, voilà, au cours de ces dernières années, certains médias n'ont pas forcément montré l'exemple pour certaines réalisations, et donc, bon, bah forcément, même en tant que jeune réalisateur, on peut pâtir de ça, de cette image. Mais voilà, après, voilà, c'est à nous aussi voilà, de gagner la confiance et de montrer qu'on est là justement pour donner le meilleur de nous-mêmes, et voilà, et donner une bonne image aussi de tout ce travail qui est fait au sein de ce collège. Bah, c'est ce qui fait que ton documentaire, il est vraiment à part. Moi aussi, j'étais piégé à la télévision. C'est-à-dire que je dirais même une grande partie ou une grande majorité est fait en fait pour instrumentaliser, est fait pour desservir la cause. Alors la cause, ça peut être un coup les parents, un coup les enfants, un coup les enseignants, un coup les psys, un coup ceux qui sont pas psys. Enfin, en tout cas, très souvent c'est fait. Soit c'est ridicule, soit c'est grossier, soit on tombe dans les caricatures, mais qui desservent tout le monde. C'est-à-dire le surdoué qui est un avion de chasse ou l'emmerdeur. Et en fait, tu te retrouves entre ces images et ces projections, donc des trucs qui vont déranger les parents, toutes les projections dont parle Madame Goldman. Et je partage pas une bonne partie de ses propos d'ailleurs, mais il y a des choses qu'elle dit qui sont aussi intéressantes sur ce qu'elle dit, pas forcément comment elle le dit. Parce que je trouve pas forcément très bien d'aller allumer la majorité de ses collègues psy, parce qu'il y en a qui se décarcassent pour bien bosser. C'est-à-dire qu'on a toujours le risque, quand on prend ce thème de la douance, d'avoir un prétexte pour aller abîmer quelqu'un ou une profession ou un environnement. Donc je comprends qu'il y ait eu des gens qui n'aient pas envie en se disant à quel endroit je vais me faire piéger. Parce que c'est quand même assez souvent ce qui se passe. Moi, j'ai plein de gens qui me disent mais plus jamais, mais plus jamais. J'ai été vice-président de Mensa, j'avais des amis à Mensa, ils se sont fait aussi piéger. Donc malheureusement, ça dessert, et je suis ravi que tu aies pu traverser tout ça parce que ça peut être délicat. Et t'as des enfants et des parents, mais absolument magnifiques. Absolument magnifique. Alors j'avais une question, c'est comment tu as vécu tout ce bazar-là? Parce que tu as pris des cartons, tu étais perdu, tu passais, tu as vécu ce que disent beaucoup de jeunes. Comment tu as survécu? Comment tu as vécu surtout dans ta tête à l'intérieur le monde dans lequel tu étais, qui ne te comprenait pas et qui dégradait ta vie ou ton image? Alors, j'ai pas. Enfin, alors c'est vrai que j'ai traversé effectivement une période, notamment d'isolement social, qui a été assez difficile, notamment au moment de l'adolescence, surtout au début de l'adolescence. Après, j'ai pas non plus envie de mettre ça sur le compte non plus comment dire, de la perception des camarades, parce que quelque part, je dirais pas que ça peut se comprendre, mais bon, on n'est pas dans un monde, on va dire, où on va faire d'un effort d'adaptation quand une personne a du mal à entrer dans le moule. Ça, c'est aussi à nous
de trouver les outils, si tu veux, de se bâtir soit une armure, soit de se construire, si tu veux, pour justement pouvoir nouer des liens sociaux, etc. Donc, on ne peut pas non plus jeter la pierre aux gens qui n'ont pas forcément compris. En revanche, je pense qu'il y a quand même un travail à faire, notamment en France, pour peut-être expliquer ou éduquer dès le plus jeune âge la population tout simplement à comprendre certains signes, notamment liés à l'autisme ou d'autres d'autres particularités liées à la neurodiversité. Voilà, moi je pense que c'est plus un travail de fond qui est à faire plutôt que de jeter la pierre à la population qui en fait quelque part n'est tout simplement pas forcément éduquée à recevoir aussi ce genre de particularités au cours d'une scolarité. Même les enseignants n'ont pas forcément les outils, on leur donne pas forcément les outils pour aborder tout ça. Bien sûr, mais je suis absolument d'accord avec toi, hein. Les enseignants sont démunis, pas forcément préparés. Ils peuvent pas concevoir un truc qui est pas dans leur champ de représentation. En plus, ils se font quand même beaucoup abîmer par le système, par les cours, par les parents des fois. Enfin, je comprends, la vie doit pas être simple pour eux. Quant aux autres élèves, ils n'y sont pour rien, globalement, à part la maltraitance et le harcèlement Oui, ordinaire. oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est quelque chose que je mettrais vraiment à part. Bah, c'est-à-dire que ça touche tout le monde, mais c'est largement augmenté ou surreprésenté pour les enfants atypiques. Les enfants atypiques HP ou TSA, et là-dedans, encore plus largement représenté pour les femmes ou les filles HPI, et encore plus TSA. Euh, mais bien sûr, je suis absolument d'accord avec toi. Si on parle d'un système gentil, le système gentil, il est sur place. C'est pour ça que je parle souvent d'un sujet anthropologique, c'est-à-dire qu'on est des étrangers on est des expatriés dans un monde étranger, ils sont chez eux, c'est à nous de faire le job. Exactement, exactement. Et puis peut-être voilà un travail de fond. Je sais pas quel ministère pourrait. Moi, je verrais bien le ministère de l'Éducation nationale un jour ou l'autre peut-être mettre les moyens pour permettre justement d'aborder ces questions. Je sais qu'il y a des pays où justement pour ce qui concerne les autistes Asperger. Alors je sais que maintenant on dit plus Asperger. Mais en tout cas, par rapport à cette particularité-là, je sais qu'il y a des pays qui ont mis certaines choses en œuvre. Et il me semble, en tout cas, je prends quand même des pincettes, mais il me semble bien que, par exemple, dans certains pays nordiques, dès le plus jeune âge, les enfants connaissent les signes liés à l'autisme, ce qui peut faciliter les choses pour accepter justement certaines différences et justement éviter des cas de harcèlement quelque part. Bah, dans les pays nordiques, oui, moi j'en ai parlé pour la Suède, mais ça peut être aussi en Écosse, où Élodie Crépel, avec laquelle j'ai écrit le livre, là, qui sort chez Très Daniel. La sensibilisation, elle est déjà là dans les écoles, dans les hôpitaux, pour les professionnels de santé. Donc, il s'agit pas d'exacerber un sujet, il s'agit de reconnaître la différence, la neurodiversité y conduit, mais on pourrait y mettre la trisomie et tout ce qui fait de la différence avec des personnes qui sont pour rien, et on peut pas mettre tout ça à plat. Mais quand je vois la lucidité des gamins que tu as eu, alors j'ai re-écouté ça, ils sont juste exceptionnels. Alors les deux frères là, c'est William et Arthur. Quand il y en a un qui dit c'est Césaire, il dit mais tout Mhm. ça est un film, c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie, mais quelle lucidité à cet âge-là, parce que Oui. d'abord il a Il compare même à Un jour sans fin. Ce que j'ai trouvé assez juste aussi au film Un jour sans fin. Ouais. mais c'est ça. Alors ça renvoie aussi, mais c'est un peu transverse. Euh, c'est un peu transverse. Alors j'avais envie de faire plein de commentaires sur plein d'étapes de ton reportage, mais je pense que ça aurait pu déranger, mais ça aurait pu être fait de manière pédagogique. C'est-à-dire, on voit bien en, en, en fond d'écran que Mhm. tantôt on parle des neurotypiques qui ont un QI, ou ce que dit Caroline Goldman, le HP ne génère pas de souffrance. Ben ça, c'est un neurotypique. Évidemment qu'il n'a pas de souffrance parce qu'il est neurotypique dans un Et système neurotypique
ce que disent certains professionnels, psy, neuropsy, il se passe rien à 130. Donc c'est Oui. juste quelqu'un de normal qui a plus de 130 en tel de capacité cognitive. Point barre. Neurotypique. Par contre, tous les atypiques, qu'ils aient 130 ou pas, ça change tout parce que ce n'est pas le même système d'exploitation. Et on voit bien que tant qu'on n'aura pas dégrippé ces deux profils, on va continuer à aller sur des débats absolument stériles et inutiles pour tout le monde, pour les professionnels, pour les parents qui sont perdus, pour les enfants, par rapport aux stigmatisations et au jugement. Tu vois, quand tu as dit le HP ne génère pas de souffrance, ben le HP, s'il est neurotypique, bien sûr. L'intelligence ne gère pas d'anxiété, mais de quelle intelligence parle-t-on? Déjà, on ne va pas se mettre d'accord sur l'intelligence. Mais un neurotypique qui est dans sa communauté d'origine, qui est HQI, évidemment qu'il n'a pas d'anxiété, il n'a aucune raison. Mais si on a un système d'exploitation différent, qu'on est totalement atypique, qu'on n'a pas les codes, qu'on n'a pas les principes, qu'on n'a pas tout ça, évidemment qu'on va avoir d'anxiété. Mais pas parce qu'on est atypique, TSA, TDAH, 10 ou même il y avait un jeune sur la dyslexie, mais c'est juste parce que l'environnement ne nous permet pas de vivre normalement, y compris parce qu'il est maladroit. Et d'ailleurs, de toute façon, bon, plus que jamais en faisant ce film, je m'en suis aperçu, mais disons que les difficultés sont pas corrélées au potentiel. Effectivement, les difficultés sont développées à partir d'autres particularités, d'autres difficultés, comme tu viens de le dire d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que je m'en suis aperçu plus que jamais en faisant ces films notamment, et en rencontrant les experts que j'ai pu interroger. Mais je pense que c'est vrai que c'est bien de faire la distinction, je pense. Ben, c'est pour ça qu'il y a toujours ce débat. Alors, je ne sais plus. Mais ça interroge l'école quelque part, parce que même en ayant un haut potentiel, on peut avoir des difficultés. Et ça, c'est vrai que c'est là où l'inconscient collectif n'est pas, euh, n'est pas en mesure de recevoir ce genre d'informations sur ces profils de personnes. Et où il peut y avoir des négligences, je pense, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Ben, il y en a de négligence, c'est-à-dire que croire que parce qu'un gamin a 130, il va s'en sortir très bien, bah, selon qu'il est typique ou atypique, c'est pas pareil. Mais il y a surtout une espèce de pathologisation du sujet. Mais c'est pas parce qu'on est atypique qu'on est malade, c'est juste qu'on fonctionne différemment. Quant à la pathologisation, elle peut concerner des gens neurotypiques, des gens HQI, des gens HPI atypiques, elle concerne tout le monde. Mais tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on est typique ou atypique, on va faire des fonctionnements qui sont pas conformes à la norme. Ce que dit Caroline Goldman sur l'origine du test de QI, c'était pas pour l'intelligence, c'était pour les gens qui étaient en dehors du cadre. Donc on a vite fait les pathologiser parce que le QI a quand même servi à des pratiques de tri social, de tri politique, de tri ethnique, de plein de choses pour lesquelles il n'était pas prévu. Mais on voit bien qu'il peut y avoir une dérive à aller exclure des gens juste parce qu'ils fonctionnent pas dans le mode normal. Et ça vaudrait aussi pour des neurotypiques. Donc effectivement, ça suffit pas le QI. On voit bien qu'on n'est pas réductible à un chiffre, que tout le monde a un QI par ailleurs, et on peut avoir un vrai QI et être très très con quand même. C'est-à-dire que s'en servir, c'est comme une voiture, tu peux tuer des gens avec. Tu peux avoir une jolie voiture du cours si tu tues des gens. Donc l'intelligence, c'est comment tu te sers du machin. Mais Oui, j'entends que sur les enseignants, c'est compliqué. Hein. oui, et parfois, parfois, justement, le QI permet aussi de développer certaines capacités, mais ça ne veut pas dire qu'on va être doué en tout, hein. J'ai connu, justement, notamment en faisant ce film, des personnes qui avaient eu, donc, du coup, cette identification du haut potentiel, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, des raisonnements logiques comme nous, on peut l'entendre, par exemple. Ça, je m'en suis aperçu. Mais par contre, c'est d'autres capacités qui développent des grandes capacités de concentration, d'éloquence notamment, effectivement, mais c'est, c'est vrai qu'il y a on catalogue souvent le haut potentiel intellectuel à une logique implacable, tu sais, quelque chose comme ça de presque surhumain, même parfois dans l'inconscient des gens, alors qu'en réalité, comme tu dis, on peut avoir des raisonnements qui sont pas du tout dans la norme, tout simplement,
Et en fait, ces capacités sont développées ailleurs. C'est d'autres compétences qui sont développées. Et Comment parfois, c'est ça parce que... Je t'en prie, vas-y. Non, et je dis parfois, effectivement, dans le quotidien de certaines de ces personnes, on peut ne même pas percevoir que ces personnes puissent avoir un haut potentiel, justement. Puisqu'il y a certains comportements qui peuvent totalement induire en erreur. Mais c'est Ouais. là que peut-être sous une forme de souffrance, d'ailleurs, je pense. Bah, c'est-à-dire que si tu te sens pas normal, pas reconnu par les homologues ou les autochtones, si tu parles pas la même langue et ils parlent pas la même langue, s'il n'y a pas les mêmes implicites, c'est ça un décalage anthropologique. S'il n'y a pas, qui est-ce qui disait ça? C'est Elias, quelqu'un avec qui parler pour qui tu peux, parce que sinon tu peux parler à personne, mais ça rend fou. Ça rend fou. Mais pas rend fou parce qu'on est fou. Ça rend fou parce que t'es envoyé dans une tribu qui te reconnaît pas et que possiblement tu te sens en danger parce que c'est ça qu'on peut ressentir d'être en danger, vraiment. Oui, bien sûr. Et ce que je trouvais intéressant, oui, je disais tout à l'heure, c'est la lucidité des gamins et la présence des parents quand même. Ça, c'est super important parce que les gamins, de manière générale, font symptôme du système. Mais si les gamins que tu as vus là, qu'ont des parents quand même qui ont pris des cartons, hein, aussi, ça c'est pour les deuxièmes, c'est William et Arthur, quand le père parle de son enfance et que lui il est plutôt THP en fait identifié. S'il n'y a pas les parents, si tu es un enfant atypique et que tes parents sont pas atypiques, ce qui est mon cas, hein, moi mes parents sont pas atypiques du tout. Comment ça se passe s'il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, tu en parles dans le reportage, si tu n'as pas eu un enseignant qui a fait le déclic, un adulte qui a fait le déclic, un peu par hasard, et ben tu passes à côté de ta vie en fait. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a intéressé justement de faire un parallèle. Alors, c'est pas vraiment un parallèle, mais ça m'intéressait, je sais pas si tu te souviens, vers la fin du film, j'aborde justement tu sais, l'enseignant qui avait donc permis à Albert Camus, tu sais, de s'émanciper quelque part de son milieu social. Oui, Cet enseignant avait joué un rôle majeur, et c'était justement une façon euh, comment dire, de rappeler le rôle indispensable qu'est l'éducation nationale, justement pour permettre à un enfant de s'émanciper de son milieu, par exemple. Alors, c'est pas contre les parents, évidemment, mais disons que l'enseignant a un rôle majeur pour permettre à l'enfant, justement, de trouver sa voie. Donc, et comme tu dis, peut-être expliquer certaines particularités que l'enfant peut avoir, que l'élève peut avoir, ou les parents, parfois, ben, peuvent être démunis face à ça. moi c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, hein, parce qu'il y a vraiment on a beaucoup de retours de parents ou d'enfants ou de gens qui se disent mais en fait j'étais comme ça. Bah oui, oui, bien sûr. Mais mes parents n'ont pas vu. Les professionnels, les psys n'ont pas vu, les médecins n'ont pas vu, mais je m'y sont pas formés. Enfin, il n'y a pas de formation Ouais, d'une à certaine époque, hein, c'est vrai qu'à l'université. l'époque, même il y a pas si longtemps, j'ai appris que il y a peut-être 20, 30 ans encore, les signes liés à l'autisme étaient assimilés à la schizophrénie. Et tu as des personnes autistes qui ont été soignées avec des traitements qu'on donne à des schizophrènes. Ouais, Et bon, ça, voilà. Et il faut voir après les dégâts que ça fait, notamment sur le psychisme. Quand, donc d'où l'importance justement bah, de mettre en place des dispositifs et puis même des médias comme tu le fais pour interpeller et expliquer tout ça. bah, c'est super important, comme toi tu l'as fait, où on voit de l'intérieur les gamins, les parents qui les soutiennent, en fait, ça fait écho parce qu'ils sont passés par là. Euh, ça, c'est ça, c'est magnifique. Alors effectivement, la fin de ton film est super beau avec le texte de Camus et Uyana elle est exceptionnelle cette fille. Elle est d'une délicatesse et de la dentelle et en fait, elle est d'une puissance. C'est vrai. Euh, ah ouais. Tu as des nouvelles de ces enfants? Alors, il n'y a pas si longtemps, j'ai été amené à faire une projection devant des parents d'élèves au collège.
notamment pour des parents d'élèves qui souhaitent inscrire leurs enfants dans le dispositif. Et donc à cette occasion, j'ai revu certains, dont Wayna. Donc écoute, voilà, ça m'a permis de prendre des nouvelles. Et puis j'ai aussi je m'entends très bien aussi avec Monsieur Dusselier, tu sais, le papa de William et Arthur qui est devenu pilote de ligne. Donc on s'est donné des nouvelles récemment. Et écoute, oui, oui, j'ai gardé quand même un contact. Et puis c'est vrai que bon, bah, ça crée des liens, hein. Un an passé dans un établissement scolaire, effectivement, ça crée des liens et ça me fait toujours chaud au cœur de prendre des nouvelles de ces enfants-là. Et notamment savoir ce qu'ils deviennent, hein. Parce que c'est vrai que William, quand je l'ai connu, alors il était en train de s'en sortir, mais il sortait un an avant, il avait eu un conseil de discipline, etc. C'est vrai que quand on parlait de son profil avec le proviseur, il y avait encore des inquiétudes à son sujet. Et puis là, c'est vrai que je trouve qu'il évolue très bien. Je suis même assez impressionné par son parcours. Là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'en sort très bien. Malgré tous les signaux qu'on nous a envoyés, enfin en tout cas quand j'ai commencé à faire ce film, tout ce dont j'ai entendu parler, je trouve que oui, c'est une très belle évolution. Euh, Comment dire? J'allais dire que c'est une évolution normale et moi, j'aurais pas d'inquiétude sur les signaux que tu as eus au regard de l'expérience que j'ai et des jeunes que j'ai eus, voir qu'ils passent en conseil de discipline. Je parle pour des atypiques, hein, bien sûr, s'ils n'ont pas été cabossés. Mais en fait, il explique bien ses colères. Enfin, sur ma chaîne, il y a Com qui est venu, il a 7 ans, il met des torgnoles à ses copains, il est THPI Asperger. Euh, je vais revenir sur Asperger. Mais il se met en colère et il y a des formes de brutalité, de violence. Mais c'est pas l'intention. Ou Esther, qui a 16 ans, qui shoot ses parents, qui shoot des personnes, et elle me dit, je peux pas faire autrement que ça. Ce que je sais très bien. C'est-à-dire que au-delà des codes sociaux et des conventions sociales, évidemment qu'il faut respecter. Il s'agit pas de foutre le bordel. Mais il y a aussi une compréhension à qu'est-ce qui se passe dans le ventre, parce que atypique, c'est viscéral. Tu peux toujours essayer de raisonner, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, c'est pas suffisant. Parce qu'en général, les gamins sont assez conscients de ce qu'ils vivent quand ils vivent ce qu'ils vivent, et en tout cas des règles. Mais c'est pas là que ça se joue, c'est dans le cœur du réacteur. Et moi, je l'ai vu, j'avais mal au ventre de ce qu'il devait vivre, d'incompréhension et sans doute aussi de culpabilité de se comporter comme il le fait. Mais pour une part, il sait pas faire autrement. Il faut trouver l'environnement. La difficulté avec les enfants, c'est ils n'ont pas forcément les éléments de réponse. Donc là, ils ont besoin d'aide sur les éléments de réponse. Mais pour moi, c'est évident que ça va se corriger. Il a eu la chance d'avoir l'aide qu'il a eue et de se recadrer. Alors, c'est son petit frère qui disait, en fait, on a vu qu'il n'était pas comme les autres, qu'il était différent. Bah, évidemment, c'est ça que ça fait, hein. Mais Oui, c'est pas oui. accessible. Alors, juste deux choses en termes d'alerte, parce que c'est souvent des choses sur quoi on est critiqué, parce qu'évidemment, je suis concerné par tout ça aussi. Euh, c'est de dire c'est une excuse, mais jamais de la vie, c'est pas une excuse, hein. C'est pas parce qu'on est atypique qu'on est autorisé à maltraiter les gens, à foutre des cartons. Moi aussi, j'ai envie de tuer des gens, si tu veux. J'ai compris que on n'avait pas le droit. Donc, je fais en sorte, parce que c'est pas bien. Mais en termes de pulsion, moi, je peux me corriger, mais un enfant qui se met en colère parce qu'il n'est pas reconnu, parce qu'il n'est pas attendu, mais techniquement, moi, je suis d'accord avec lui quand je suis avec lui. Après, je suis pas d'accord avec lui parce qu'il faut trouver des acceptabilités sociales. Mais en tout cas, ça sera jamais une excuse pour mal se comporter en société. Ça, c'est Oui, pas possible. oui, Et oui. c'est ça la difficulté. Oui, et puis là, c'est vrai que c'était l'expression d'un mal-être, enfin là, on perçoit, hein, tout ça, hein. Effectivement, quelqu'un qui a pas été compris à la base soit par certains camarades. Enfin oui, oui, c'est l'expression d'une incompréhension. Et bon, après, quand on voit que c'est surtout la maturité quand même, parce que c'est un gamin quand même qui est très mûr, même Ah si, oui. euh, même si ses comportements peut-être ne prêtaient pas à ce qu'on puisse comme ça déceler une maturité chez lui, mais en tout cas dans ses raisonnements, c'est quelqu'un de très mature
Et oui, il a pris la mesure quand même de la situation et le fait quand même de se prendre en charge, quand même, de prendre en charge justement toutes ces pulsions, toute cette, comment dire, toute cette énergie qui se dégageait suite, comme tu as pu le dire, suite à ce mal-être qui s'exprimait de cette façon. En fait, la difficulté à résoudre, que ça soit pour l'école ou les parents, donc pour les structures de référence externes et pour les enfants, c'est que les deux ont raison. Les deux ont raison. Sauf que si tu les mets dans le même espace-temps, c'est le conflit. Un peu. Les deux ont raison, les parents et l'école ont raison. Après, il y a sans doute une question de temporalité. Mais moi, je suis capable de défendre des enfants comme ça. Je comprends. Donc, j'en ai fait venir sur ma chaîne, mais pour qu'on essaie d'expliquer aux parents et aux autres que, pour une part, ils le font pas exprès. Et pour une autre part, quand même, faut un peu les cadrer. Gentiment et respectueusement. Et ça, c'est extrêmement délicat. Les cadrer, c'est pas les maltraiter. C'est leur donner les moyens de contenir. Quand il fait de l'escalade, après, c'est une manière de s'autodiscipliner Oui, aussi. la manière de se canaliser, de focaliser sa concentration, de mettre son attention ailleurs que dans le mal-être aussi. Ouais. Et puis aussi, ça lui permet aussi de prendre confiance en lui, puisque il se découvre aussi une aptitude pour cette discipline. Donc, et puis c'est vrai que plus on commence une activité tôt, plus on a des possibilités de développer des aptitudes. Donc oui, ça pouvait être que bénéfique, hein, ce genre d'activité. Et puis Tu as s'entendre découvert, rapidement. Pardon? tu as découvert des choses utiles dans ton reportage. Non, je vais le prendre autrement. Comment ton reportage t'a aidé, toi? Et tu réponds comme tu veux, hein. Euh, tu réponds comme tu veux, mais en fait, tu as fait un parcours qui est sans doute aussi un parcours initiatique pour toi. Qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que ça t'a amené et comment ça t'a aidé ou pas? Bah, écoute, là où ça m'a aidé, en tout cas, tu parles d'un point de vue personnel ou tu veux dire par rapport à la compréhension que je peux avoir de cette thématique? Bah, c'est difficile de dissocier les deux quand même. Mais en tout cas, de manière très égoïstement personnelle, ouais. Oui, alors d'un point de vue personnel, je dirais que ça m'a aidé à relativiser certaines choses. Vraiment, hein. Ça m'a aidé à relativiser parce que c'est vrai que, bon, alors, tu m'as dit que tu n'étais pas toujours d'accord avec Caroline Goldman. Bon, d'ailleurs, moi non plus, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Mais je pense que, en tout cas, dans tout ce qu'elle dit dans le film, je pense qu'elle a quand même raison sur certains points et comment dire, euh, euh, attends, parce que justement, il y avait plusieurs choses que je voulais dire. Du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Mais en tout cas, par rapport à certaines choses qu'elle a pu dire, et notamment au fait que les difficultés sont pas corrélées au potentiel, ça permet quand même de relativiser parce que effectivement, tu t'aperçois que le jour en fait où tu commences à faire quelque chose par intérêt, bah, en fait les problèmes n'existent plus. Enfin, n'existent plus. On peut pas vivre sans souci, mais toutes les problèmes que tu as pu avoir, de toute façon, c'est remédié grâce au fait que tu te découvres voilà, un intérêt pour quelque chose et puis tu te donnes à fond dedans et puis ça fonctionne. Donc ça me permet quand même de relativiser une époque où effectivement j'ai pu me sentir en échec et pas et plus avancé comme je l'aurais souhaité justement au cours de mon adolescence. Voilà, et puis je m'aperçois que je peux poursuivre certaines ambitions. Donc voilà, alors, moi je dirais que ça m'a aidé à relativiser, que ce soit au niveau de la compréhension de cette thématique où en fait les problèmes peuvent être résolus et puis il y a la possibilité d'avancer. Donc je sais pas si ça te convient comme réponse, mais moi je dirais qu'en tout cas en premier lieu ça m'a permis de relativiser certaines choses. Même si je renie pas que j'ai eu quand même la sensation de vivre des moments très durs, notamment au moment de l'adolescence. Euh, c'est indiscret de savoir ce qui était très dur. Ça, c'est parce que Mais l'adolescence, l'isolement, c'est la période ouais. d'isolement social, si tu veux, ça c'est vrai que c'est pas simple. Et puis le fait
Alors c'est vrai que je faisais pas forcément d'efforts pour être accepté, si tu veux, ça c'est sûr. Mais disons que oui, bah c'est dur parce que tu te retrouves isolé et puis tu te doutes beaucoup de toi du coup. Même pour la confiance en soi, c'est compliqué, hein. Et puis tu te demandes si ça va être comme ça toute ta vie. Tu sais, quand t'es ado comme ça, que t'as pas vraiment connu autre chose que ça, tu sais, t'es un petit peu, tu perds pied, quoi. Donc, tu vois, c'est un ensemble de choses, même si dans le fond, on peut se dire que pour un adolescent, il peut y avoir pire qu'un isolement social, hein. Tu peux avoir des problèmes de santé très graves qui impactent ton physique. Là, on peut se dire, tiens, mais quand tes problèmes de santé impactent ton psychisme, je pense que voilà, c'est pas non plus à relativiser. Et enfin, en tout cas, le jour où ça arrive, je parle. Et Bah, vas-y, je te laisse terminer. non, et donc voilà, donc c'est ça qui a été le plus dur pour moi justement. Je pense que alors je te pose la question parce que l'adolescence c'est un temps particulier pour tous les gamins. Sauf que c'est pas la même chose à ce à quoi on est exposé. C'est une construction sociale, t'as la relation amoureuse, t'as le corps qui se transforme, t'as des trucs qui bougent, ça prend un peu feu à certains endroits du corps. Mais l'isolement n'est pas le même selon que t'es neurotypique ou neuroatypique. C'est-à-dire selon que t'es isolé dans ta communauté d'origine ou selon que t'es isolé dans un pays étranger, tu vois, tu es dans le bush avec des gens qui ont des rites particuliers. C'est, tu peux le vivre non pas comme de l'isolement, mais comme du rejet, ce qui est beaucoup plus destructeur au Oui, niveau c'est psychique, tu euh, vois. euh, C'est-à-dire que les mots n'ont pas le même sens selon qu'on est dans le mode typique, ordinaire, du mode atypique. Et il y a un vrai enjeu là-dessus, sur la compréhension. Maintenant, je reviens sur Caroline Goldman. Je suis d'accord sur cette partie-là. Il y a certaines parties avec lesquelles je suis d'accord de le poser comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui, de ce qu'on peut vivre, qui relèvent pas de la douance, qui relèvent de d'autres choses de la vie. Et dans ce cas-là, ça nécessite possiblement d'avoir un accompagnement. Ce que disait Dabrowski, psychologue, neuropsychologue, psychiatre, euh, mais pas neuropsychologue, psychologue et psychiatre, qui disait les surdoués atypiques, hein, je rajoute atypiques à lui, n'ont pas besoin de thérapie parce qu'ils sont pas malades, ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants de leur fonctionnement différent. Et comme tout le monde, ils ont besoin de thérapie parce qu'il y a des traumas, parce qu'il y a des histoires de la vie, mais il faut surtout pas confondre les deux. C'est là où je lui mets des limites, c'est-à-dire qu'elle confond les deux. Elle confond de ce qui relève de la douance. Et si, comme tu dis, tu retrouves un truc qui te plaît, un mur d'escalade et une passion, et boum, tout disparaît. C'est là qu'on peut avoir de l'espoir quand on accompagne des gens atypiques. C'est que ça peut disparaître. Il peut y avoir de la magie. Bon, en attendant, le niveau de destruction peut être assez puissant. Et puis y avoir en plus, pour atypique ou pas atypique, bah, des choses qui sont des traumas de la vie ordinaire que tout le monde peut avoir. Donc tout ça, ça peut exister. Mais en fait, dans ce que tu dis et dans l'intérêt aussi de notre entretien, c'est de dire aux gens qu'il y a de l'espoir. Surtout, il y a de l'espoir. Il y a des solutions à tout. Ça ne veut pas dire que les solutions sont faciles, mais il y a de l'espoir, vraiment. oui. Sache que Puis là aussi, où, en revanche, oui, en faisant ce film, il y a quand même quelque chose où je suis à peu près convaincu, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que quand un de ces enfants se retrouve en difficulté scolaire ou en échec scolaire en tout cas, je pense que tu ne peux pas les accompagner de la même façon que quelqu'un qui n'a pas le profil de haut potentiel. Ça, je pense. Je pense que c'est une manière différente puisqu'en fait l'échec scolaire ne se manifeste pas de la même façon finalement. C'est plus c'est une personne à haut potentiel. Alors ça peut paraître prétentieux, mais ça correspond à une lassitude en fait par rapport à ce qui peut être abordé en classe et depuis les débuts de la scolarité. Un échec scolaire chez une personne qui a des difficultés de compréhension, c'est sûr que c'est pas la même façon de l'accompagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair, je sais pas si, si, si on ouvre quelque chose, mais
Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est là où le dispositif de Georges Brassens, c'est quand même où on voit l'utilité, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'adapter euh, le comment dire, de donner les moyens qu'il faut à l'enfant pour qu'il puisse reprendre le goût de l'école. Et je pense que c'est la bonne façon de le faire. Ouais. Bah, c'est ça l'exemple dont tu témoignes. Moi, j'ai fait une intervention, il y a beaucoup de monde pour la Société française de coaching, c'est un de mes 8 ou 9 métiers, le coaching, sur le thème, on n'accompagne pas des adultes surdoués, en particulier atypiques, de la manière dont on nous l'enseigne dans les écoles. Et moi, j'étais co-directeur pédagogique d'une des principales écoles en France, qui a disparu depuis. Ça vaut pour les enseignants. On n'accompagne pas les enfants atypiques, sauf que bah, les enseignants sont pas préparés. Mais en plus, on est avec des mineurs. Pour les enfants, ils sont en phase de croissance, d'élaboration et d'intégration de la manière qu'ils peuvent. Plus c'est la période où plus tôt on peut les protéger, plus tôt on peut faire des identifications, y compris des identifications croisées. Sur ma chaîne, il y a Mathilde qui est arrivée avant toi, qui est THPI, TSA, TDAH, 10 et maladie auto-immune. Elle a 26 ans et elle pilote ça admirablement, mais elle souffre beaucoup aussi. Et son message, c'était aussi comment on donne de l'espoir aux gens qui ont des trucs bizarres où il y a de quoi se mettre la tête dans le mur. Mais non, en fait, faut travailler. Enfin, j'aime pas les il faut, hein, mais il y a comment aider à garder de l'espoir. Mais la difficulté, c'est au-delà de la neurodiversité, il y a aussi les doubles ou les multi-exceptionnalités. Si tu es à la fois HPI, Asperger, je vais revenir sur Asperger pour toi, du TDA, moi j'ai un peu tout, TDAH, 10, ça requiert d'avoir des professionnels qui arrivent à dépiler un peu tout ça, déjà, d'avoir des enseignants et un dispositif, ils sont admirables, les gens que tu as, que tu as allé voir, je parle des enseignants, du proviseur, du responsable du dispositif, des tuteurs qui aident les gamins, mais ça fait envie. Et ça permet de concevoir aussi qu'on peut être dans un dispositif, ce qui existe dans d'autres pays hein, d'ailleurs, et d'intégrer des gens qui fonctionnent différemment, mais c'est pas une fantaisie, c'est pas un choix, ou c'est pas un fantasme comme parle Caroline Goldman, c'est-à-dire que c'est pas une décision. On peut décider d'être HQI, il y a des bouquins, on peut booster le cerveau, la culture peut aider, on peut faire remonter nos niveaux de QI, évidemment. Mais puisque c'est quelque chose à avoir en plus, c'est un apprentissage pour les typiques. Les atypiques, c'est un état d'être. On est atypique ou pas. Et le HQI, le QI, on peut le développer, bien sûr. Je voulais juste faire une parenthèse, tu en as parlé pour Asperger, parce qu'il y a souvent des débats où j'ai la question. Asperger a disparu parce que, je crois que c'est Hans Asperger, on en a parlé aussi avec Mathilde, il a travaillé pour les nazis, donc comme il a travaillé pour les ennemis, on le dégage, donc le DSM-5 a tout requalifié dans le TSA, trouble du spectre autistique, avec des niveaux à l'intérieur du TSA. Moi, je maintiens Asperger parce que je trouve que c'est un corpus intéressant. On en a échangé avec Mathilde. Ça, c'est pour les gens qui ont des doutes. En fait, moi, je fais pas de débat sur les mots. C'est à peu près la même chose pour HPI ou surdoué. Il n'y en a aucun qui est à peu près approprié. Parce que l'enjeu, c'est comment on aide les gens à mieux vivre. Tout le reste, c'est un peu de la cuisine. La cuisine est intéressante. Hein. Moi, je travaille pour faire de la cuisine aussi. Mais pas au détriment des gens. C'est faut savoir quel est le sens et comment on s'en sort. Si je peux me permettre, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Là, je prends ma casquette de coaching ou de thérapeute. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir un truc qui s'est allégé chez toi, des choses qui se sont libérées, d'avoir fait un peu de magie? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire que ça faisait pas avant? Et t'es pas obligé de me répondre, hein, toujours. Ouais, je veux dire, mon état par rapport à avant, je veux dire, mon état actuel qui est beaucoup plus positif, qu'est-ce qui a permis de faire la transition entre ces deux états Et qu'est-ce que ça a produit surtout? Qu'est-ce que ça a de produit de plus intéressant Oui. chez toi? Bah, disons que, en fait, déjà à la période de l'adolescence, tu étais un peu plus entravé, je pense, dans des initiatives que tu peux faire et dans des choses que tu as envie de faire, finalement.
que ce soit au moment de l'enfance et de l'adolescence. Je pense que tu as moins de possibilités quand même, et ta vie est quand même beaucoup plus limitée. Et en fait, le jour où, je sais pas, justement, tu as plus de liberté dans ta vie pour faire telle ou telle chose, et puis finalement, tu vois que ça fonctionne, bah, c'est ça aussi qui aide à avancer, si tu veux. Moi, je pense que ça tient à ça, tu vois. Quand t'es majeur et que finalement, bah, voilà, ce que tu veux va faire, ça dépend uniquement de toi, ben, c'est ça qui aide, en fait, finalement. C'est ça qui peut te permettre d'avancer et de te prendre en main. Je sais pas si c'est clair, en tout cas, mais moi, je pense que cette transition, elle a commencé à partir de là. C'est-à-dire de te faire plus confiance, de te donner plus d'autorisation, de permettre plus de choses et en fait de voir que tu avais plus de liberté que ce que tu en craignais. C'est ça. Alors, ce qui est, c'est que dans mon cas, mais je pense que ça peut être dans le cas aussi de pas mal de gens qui entreprennent certaines choses, c'est que je me suis jamais fié dès le départ, en fait, à l'avis de certaines personnes. Alors, ce qui peut paraître justement très prétentieux et une attitude qu'il faut surtout pas avoir, mais justement, le fait de m'écouter alors que des personnes, justement, pouvaient douter de certaines choses que j'allais faire, et finalement, bah, ça fonctionne, tu vois. Bah, ça aussi, ça m'a permis d'avancer, tu vois, d'être un peu plus obstiné, même si je sais que pour certaines personnes que je côtoie, c'est pénible. Mais le fait d'être obstiné comme j'ai pu l'être aussi, ça m'a beaucoup aidé. Peut-être que si je m'étais fié justement uniquement à l'avis des gens et de certaines choses que je souhaitais faire, bah, peut-être qu'il y a des choses que j'ai réussi à faire aujourd'hui que j'aurais pas faites, peut-être. Je pense. Tu Mais remercies les gens pour les compliments qu'il te faut quand ils te disent que tu es obstiné? euh, bah, en général, quand on me le dit, c'est pas forcément pour me faire des compliments, c'est plutôt pour me dire que je suis pénible. Mais c'est Oui, vrai oui, qu'il y a mais des gens. Mais quand ça marche, c'est vrai que quand ça marche, les gens me disent ouais, c'est vrai que t'as bien fait comme ça d'être obstiné. En fait, oui. Et là, c'est vrai que là, j'apprécie ce genre de compliment. Mais en général, c'est plutôt pénible pour l'entourage. Mais au final, souvent, j'obtiens des choses quand même. non, c'est un compliment d'être obstiné. Après, c'est pas forcément partagé. Et sur ce que tu disais avant, c'est à la fois ne pas écouter les autres, mais surtout faut s'écouter. Enfin, ce sont des choses qui sont souvent que j'aborde souvent dans le monde HPI. C'est est-ce que vous faites confiance à vos intuitions? Est-ce que vous faites confiance à votre cœur, à votre ventre, à votre alignement? Le corps a toujours raison. Parce que quand tu n'écoutes pas des gens, c'est pas que tu n'écoutes pas des gens, c'est que tu priorises le fait que d'abord tu t'écoutes en premier lieu. Mais C'est c'est vrai. ça qui est le plus Alors, important. alors, je dis pas qu'il faut perpétuellement ne pas écouter les gens, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais effectivement, je pense qu'il y a des contextes où c'est important de se faire confiance, surtout quand on a des projets. Ça, c'est ce que je pense. Euh, Donc tu te fais de plus en plus confiance. Oui, c'est ça, et je pense que c'est ça qui a permis de m'aider à avancer. Plutôt, voilà, à l'inverse justement des périodes où tu es un petit peu dépendant de l'avis des personnes qui sont plus âgées que toi, et donc quelque part, ben, y a pas le choix, quoi. T'es obligé tu vois, t'es dans une dépendance. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence, Oui, oui, mais bien voilà. sûr. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des périodes aussi où, bah, justement, si je souhaitais entreprendre des choses, ben, j'étais dépendant de l'avis de certaines personnes, et donc, ça me permettait pas d'avancer comme je le souhaitais. Puis c'est surtout qu'en plus, quand t'es ado, enfin, enfant et ado, l'essentiel de ton quotidien, c'est la scolarité. Donc, si tu te sens pas bien dans ta scolarité, bah, c'est pas, voilà, ton quotidien, il est pas agréable du tout, et tu perds pied, quoi. Tu peux perdre pied, et puis tu doutes de toi. Donc, Alors quand tu es contraint dans un environnement qui est pas le tien, qui peut être l'école ou qui peut être la famille, comment tu arbitres à l'intérieur? Parce que, mmh, il y a une instance qui est pas d'accord, il y a une instance qui lâche rien, il y a une instance qui se montre pas, mais qui prépare, le moment de la libération. Elle fait quoi cette instance-là qui est forcément là? Forcément elle est là. tu veux dire à quel moment? Tu veux dire quand j'étais ado, ou tu veux dire aujourd'hui?
Non, quand tu étais ado. Quand tu étais ado et que tu avais pas l'environnement qui te permettait de te déployer, parce que d'un côté, tu te sentais obligé d'écouter, mais de l'autre côté, tu t'écoutais pas du tout. Donc, t'organisais la résistance. Comment tu vivais ça, l'organisation de la résistance? Est-ce que ça se faisait de Ça manière aboutissait inconsciente? pas, ça aboutissait pas du tout, mais c'est vrai que ça a amené des conflits surtout. Ça m'a surtout amené des conflits, mais c'est vrai que aboutissait très rarement. Et puis le pire, c'était justement vis-à-vis de l'environnement scolaire, hein. Je me rappelle, alors c'est là aussi où j'ai été surpris à Brassens. Alors je sais qu'ils ont une politique comme ça, tu sais, d'expérimentation aussi, tu sais. Et donc c'est vrai qu'ils sont assez ouverts aux besoins des élèves. Et d'ailleurs, je trouve que par rapport à mon époque, l'école est beaucoup plus ouverte à ça. Mais moi, je me souviens que bah, du CP à la terminale, c'était impossible de remettre en cause le point de vue d'un professeur ou même quelque chose, si tu veux, qui puisse apporter aux élèves. Il y avait pas, je trouvais qu'on n'avait pas vraiment de champ de propositions pour justement nous entendre avec le corps enseignant, quand en tout cas la scolarité nous convenait pas. Ça, c'est un souvenir que j'ai, c'est-à-dire, ouais, c'était très rigide comme environnement. Mais après, c'est peut-être l'image que je me faisais, et donc, du coup, ça m'aidait pas, si tu veux, à améliorer le dialogue, si tu veux, à reprendre le dialogue et peut-être petit à petit, ben, m'épanouir un peu plus dans cet environnement. C'est ce que disent beaucoup d'enfants atypiques. Plus les atypiques ont une lucidité que les personnes qui ont de l'autisme, qui ont moins de lucidité, qui sont en mode survie avec les hypersensibilités, les formes de naïveté, les routines, les tocs et tous ces trucs-là qui cachent plus ou moins bien. C'est qu'ils se sentent dans une prison. Une prison à ciel ouvert, mais une prison quand même. Donc aujourd'hui, c'est ta partie rebelle qui s'est libérée. Ben, peut-être, oui. Et puis, il y a des choses qui ont abouti entre-temps. Et puis, quand tu vois qu'il y a des choses qui fonctionnent, ben, tu te sens mieux quand même. Justement, pour reprendre confiance en toi, c'est quand même, je pense, la meilleure des thérapies, hein, je pense. Même s'il y a Ouais. toujours des choses qui peuvent rester et des contextes dans lesquels je peux douter énormément de moi, ça c'est sûr, hein. Mais il y a des choses où je sais que ça marche et je sais que si je m'écoute, et peut-être même parfois envers et contre tout, malheureusement, hein, c'est pas toujours de gaieté de cœur d'ailleurs, bah, je vois que ça fonctionne. Donc, mais peut-être que au fur et à mesure que je ferai mes preuves, j'aurai plus besoin d'être obstiné comme ça. Là, je pense qu'il faut que je prouve encore des choses, donc c'est pour ça. Tu sais à qui et pourquoi tu dois approuver les choses? Oui, bah de toute façon, je pense qu'on a toujours, quoi qu'il arrive, on est toujours là. Enfin, je veux dire, on peut pas passer à côté enfin, on doit toujours faire ses preuves, hein. Voilà, là, je suis en train de construire une carrière, ben, je dois faire mes preuves. Donc quoi qu'il arrive, oui, il y a des gens à qui je suis redevable. Et ça, je pense que c'est inévitable, hein. Quand on veut avancer dans des projets. Ta carrière, c'est quoi la suite? Alors, j'anticipe un peu parce que en général, je pose la question à la fin, mais là, puisque tu en parles, et ouais, c'est quoi la suite de ta carrière? Puis là aussi, t'es pas obligé de répondre sur tout parce que t'es peut-être pas obligé de, tu peux peut-être pas d'ailleurs. Non, mais si, bien sûr, je vais te répondre. Bah, écoute, là, suite à ce film qui a été diffusé, j'ai un autre projet pour lequel j'ai eu, du coup, une aide au développement, donc un début de financement. Donc, ça devrait me permettre justement d'embrayer sur le prochain documentaire. Donc, je vais pas tout de suite révéler le sujet. Et puis, il y a aussi le fait que depuis peu, j'ai créé ma société de production. Et donc là, je viens de produire un court métrage pour France Télévisions. Et donc voilà, donc petit à petit, ben, j'essaye d'avancer les pions pour avancer voilà, avec ma casquette de réalisateur et de producteur pour développer mon activité. Le Et court-métrage, on peut avoir le nom, ou c'est trop tôt? c'est un court métrage. Alors c'est pas moi qui ai réalisé, hein. Là, j'étais uniquement producteur. Ah, t'étais Et, producteur. et, euh, et donc c'est un court métrage qui va passer sur France 2.
pour l'émission, dans le cadre de l'émission Histoire courte, et ça s'appelle Pépère, ça s'appelle. Voilà. Et et le réalisateur s'appelle Henri Folcorchier. Et donc c'est un film qui devrait. Alors je sais que c'est courant 2024. On ne sait pas encore exactement quand ça va être programmé, mais en tout cas le film est terminé. Le film a été livré à la chaîne, donc voilà. Là on leur laisse le champ libre pour décider de la programmation. La programmation. On t'a pas demandé de faire une suite à ton reportage sur Bah, PHP? il y a quelqu'un qui m'avait dit que ce serait une bonne idée de faire, de reprendre effectivement 10 ou 20 ans après. Et je pense que ça peut être intéressant avec ces enfants-là. Ah bah oui, Ça ça c'est pourrait être une bonne idée, ouais. 10-20 ans, ça m'apparaît beaucoup, mais même, tu vois, à 5-6 ans, parce que comme ils vont une progression, tu vois, c'est, comment ça s'appelle? Uyana, en Ouais. un an, comment elle a bougé, c'est... Oui, c'est impressionnant, hein. Et puis, je serais curieux aussi de voir leur début dans le. Bah, c'est vrai que j'aurais été curieux de voir leur début rien qu'au lycée, parce que ils ont plus du tout l'encadrement à ce moment-là. Donc, comment ils s'en sortent sans cet encadrement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Bah, si tu veux, les étapes qui sont intéressantes, c'est celles dont tu as parlé tout à l'heure, c'est dans l'adolescence avec les tourments qu'il peut y avoir, qui sont vraiment différents chez les filles que chez les garçons, parce que le contexte fait que tout le système bouge, et c'est vraiment une thématique particulière sur en gros les 15-25 ans dont je parle de temps en temps. Et puis après, il y a le côté, tu as tous les couples les trucs de relations amoureuses, de sexualité, parce que c'est quand même un sujet, y compris problématique, et y compris le travail, c'est-à-dire comment on rentre dans le travail, parce que c'est aussi un contexte problématique. Oui, Enfin, il y a de c'est vrai quoi que c'est avoir. intéressant. Ah bah c'est drôle, bah d'ailleurs bah, mon prochain documentaire c'est justement bah bon du coup je vais révéler le thème, bon je pense que c'est pas très grave. C'est finalement en fait donc là j'ai abordé du coup comment dire les besoins particuliers pour des élèves donc dans le contexte de la scolarité, donc ça c'était le documentaire que tu connais. Et donc là cette fois c'est dans le monde professionnel, mais c'est uniquement pour des personnes autistes. C'est-à-dire comment on intègre ces personnes dans le monde professionnel, puisque bon bah déjà t'as beaucoup de ces personnes qui enfin en France en tout cas la majorité des personnes identifiées autistes ne travaillent pas en milieu ordinaire, et donc alors on sait qu'il y a des possibilités notamment grâce à des managements particuliers pour permettre à ces personnes bah, d'être productives déjà pour les entreprises, et en plus bah, je pense que d'un point de vue du bien-être c'est quand même important d'évoluer en milieu ordinaire, même s'il y a peut-être une façon différente de manager ces personnes pour qu'elles soient productives. Mais et donc voilà, donc c'est ça le thème de mon prochain documentaire. Donc qui ferait Mais, presque une suite à ce film-là, même si c'est pas vraiment la même thématique. mais tu parles, parce que là, tu parles de l'autisme, qui s'appelait aussi autisme de Kanner avec déficit, mais il y a autisme de Kanner, autisme de haut niveau, autisme Alors, Asperger. la plupart des formes d'autisme, même si bon, je suis conscient qu'il y a des formes qui sont beaucoup plus développées et c'est effectivement beaucoup plus difficile pour les milieux ordinaires, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que la majorité a cette possibilité d'apporter des choses aux entreprises. Voilà, mais Ah bien, même si jamais eux. bien sûr. Mm. Voilà, c'est pas comme malheureusement quelqu'un qui est trisomique, malheureusement, bah, tu sais que ce sera très difficile pour elle de travailler en milieu ordinaire. Tu sais que, mais en tout cas pour ce qui concerne l'autisme, il y a plein de possibilités et c'est vrai que c'est souvent, alors c'est perçu comme une forme de handicap. Je pense qu'effectivement ça peut l'être, mais il faut pas négliger que ces personnes peuvent être productives et qu'en plus de ça, bon, bah, il y en a quand même beaucoup qui sont hospitalisés tout au long de leur vie. Et ça, je pense aussi que c'est un problème auquel il faut remédier parce que non seulement, bon, bah, pour le bien-être de ces personnes, c'est terrible, mais même pour la Oui. société française, ça coûte énormément à la société, alors que c'est des personnes qui sont en capacité d'être productives donc, et d'apporter des choses. Donc, Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai fait de la détection, de l'accompagnement d'autistes, hein, et il y en a qui viennent me voir régulièrement pour les bilans, c'est
plusieurs fois par mois, ou dans les organisations avec lesquelles j'ai travaillé. Ça, c'est mon boulot de conseil ou de consultant. On en trouve, et c'est souvent dit comme ça, beaucoup dans les DSI pour gérer de la data, plutôt en back-office, et j'ai travaillé avec plusieurs DSI. Mais en fait, on en trouve partout de ces personnes-là qui ont des caractéristiques, des qualités, des contributions particulières dans les organisations, pour autant qu'il y ait le cahier des charges et les prérequis qui soient respectés. Pas de surprise, préserver les rituels, les shutdowns pour les femmes. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. Et parce que l'autisme n'est pas une pathologie, c'est pas un manque émotionnel, c'est surtout qu'il y en a trop, ou qu'il y a des problèmes de hiérarchisation des émotions. Mais là aussi, c'est un magnifique sujet au cœur de la complexité, là encore, hein, parce que il y a plusieurs formes d'autisme. Il y a des gens qui sont pas d'accord entre eux. Il y a des intérêts des institutions particulières sur le sujet. Il n'y a pas les mêmes formes d'autisme. On pourra voir après. Je pourrais te filer des contacts si tu veux. Avec plaisir. Ouais, j'en ai pas mal. Hein. Ça requiert 1000 précautions. C'est un sujet de débat énorme. Il y a des enjeux aussi d'ego ou politique, et on parle pas des mêmes personnes. Et si la personne qui est autiste, elle est aussi HPI, c'est pas du tout la même, parce que ça va foirer le test attendu sur l'autisme, et la même chose pour le HPI, pour la VAIS ou le WISC. Mais pour autant, c'est super important, vraiment. Je suis ravi que tu fasses ça. Ouais, c'est adorable, merci. Bah, je t'en prie, mais tu as mis tellement de délicatesse pour ce que tu as fait pour les enfants, et là, c'est un monde qui requiert beaucoup de délicatesse, beaucoup de vigilance, parce qu'on ne parle pas des mêmes sujets, là encore, selon les champs de l'autisme et les préconisations, mais évidemment, et il y a des associations, des structures aujourd'hui en France qui accompagnent l'insertion, entre guillemets, de personnes avec autisme, ou personnes autistes. Ça aussi, c'était des débats avec certaines personnes. Moi, je préfère parler de personnes avec autisme. C'est plutôt ontologique, c'est-à-dire que ça laisse la liberté à la personne d'avoir une intégrité en tant que personne, et qu'elle a l'autisme en plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas réductible à l'autisme. Moi, j'ai des traits autistiques. On n'est pas réductible à la douance. On est plein d'autres choses, plus une cartographie ou un système de fonctionnement. Ce que demande aussi un certain nombre de personnes autistes, c'est qu'on les dégrade pas, et il faut être assez respectueux de leur fonctionnement. C'est pas une Oui, pathologie non plus. C'est un système de développement particulier. bien sûr. Est-ce que toi, tu arrives à voir dans ton système à toi, dans ton système d'exploitation, ce qui relève de ta partie autistique ou ce qui relève de ta partie HPI? Bah, écoute, c'est pas simple parce que bon, bah, quand ça dépend de ton fonctionnement, parfois tu te rends pas toujours compte. Enfin, tu vois que chez certaines personnes, certains comportements peuvent être un petit peu, comment dire, paraître un peu, comment dire, incongrus ou pas forcément compris. Mais je sens que j'ai quand même du mal à déceler ça. Euh, Pourquoi certains comportements que je peux avoir peuvent paraître un peu étranges pour certaines personnes, même si parfois, avec du recul, j'arrive à le percevoir. Mais ça n'arrive pas toujours, et j'essaye de travailler sur ça. Mais ça, je sais que ça, toute cette partie-là, ça concerne la partie autistique. Ça, j'en suis convaincu. Et pour la partie HPI, écoute, bah, c'est vrai que parfois, je sens que comment dire, ça risque de paraître très prétentieux, mais je sens que parfois il y a des contextes dans lesquels je dois m'adapter, si tu veux, pour pas forcément montrer que que je suis déjà passé à autre chose, à une étape, tu sais, à une autre étape. Je sais pas si toi ça peut te faire ce genre de choses. Et je le fais parce que je sens que ça peut blesser l'ego d'une personne, tu sais, quand c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, par exemple. Et donc, tu Bah, vois,
voilà, m'expliquer, prendre le temps de m'expliquer, alors que ça fait un moment que j'ai compris. Alors, peut-être que, peut-être qu'une personne lambda aussi aurait très bien compris. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sens que l'étape où j'en suis, je sens il faut pas que tu sais, faut pas que je montre que ça y est, je suis déjà passé à autre chose parce que, voilà, il faut aussi que j'entretienne les relations, tu vois, notamment dans mon métier. Ah Faut, oui, je vais être très attentif à ça et ça justement, ça c'est pas du tout l'attrait autiste parce que le trait autiste, justement, je serais pas préoccupé par le fait de préserver des relations. Enfin, je pense pas et, en tout cas. et, Ouais. et exactement, c'est ça qui va faire la différence. Dans le livre avec Élodie Crépel, qu'on a sorti, là, on a mis 52 clés, et il y a une clé qu'on a mis qui s'appelle trois petits points bande de cons. C'est volontairement punchline. Trois petits points bande de cons, c'est-à-dire la manière dont on se comporte, de l'idée qu'on veut aller à l'essentiel, de l'idée qu'on veut être factuel, qu'on est impatient, qu'on passe à autre chose, l'ego en face, là, il va se dire, il me prend pour un con, j'ai pas C'est ça. compris, je suis fainéant, enfin, plein de choses désagréables qui fait qu'on va te reprocher, en fait, Euh, quelque chose qui concerne la personne. C'est ça. C'est ça. Ça, Ouais. ça c'est HPI. Ouais. Mm. Donc, tu peux paraître étrange, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu es plus intelligent que la moyenne, il y a des fois où tu es moins intelligent que la moyenne parce que tu n'as pas les codes sociaux, parce que tu vas être en premier degré. Mais moi aussi, hein, et des fois, je suis très, très C'est con, hein, je te le vrai que dis, c'est hein. souvent dans les contextes sociaux, effectivement, Ben, où je oui, sens qu'il y a des réactions qui sont pas comprises. Et puis, mais parfois, avec le recul, j'arrive à déceler pourquoi. Et je me dis, bon, t'as un bah, exemple, hmm. t'as un exemple de relation qui est pas comprise ou de fonctionnement qui est pas compris? Ouais, si, 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 si. J'ai des exemples, mais ouais, c'est délicat parce que si la personne tombe sur la vidéo, Non, ben alors, dans ce cas-là, tu dis pas. euh, ouais, Non, non, c'est si délicat. tu Je donnes peux des dire exemples, que j'allais dire le nom de la personne, mais disons que ah non, faut pas. même la personne va reconnaître la situation, ça peut être délicat. Mais j'essaye de réfléchir quand même à d'autres situations, mais c'est souvent des quiproquos, tu sais. Ça tient souvent à des quiproquos, mais je sens que ça peut prendre une ampleur quand même, et c'est embêtant. Et c'est vrai que ça peut me porter préjudice, ça je le sens. C'est Alors, peut-être des choses. est-ce que dans tes quiproquos, c'est que tu prends les choses au premier degré ou que Ça tu peut être vois pas ça, oui. l'intention Ça de peut être l'autre en ça. face? Ça peut être ça. Ça peut être, ou parfois être un peu trop emporté par ses émotions, se laisser trop guider comme ça par l'émotion que tu peux ressentir. Effectivement, tu prends pas le temps nécessaire pour avoir la réaction adéquate. Mais par contre, si je prends le temps nécessaire, parfois ça se passe très bien. Et effectivement, il y a des contextes où puis c'est le fait parfois mais c'est souvent le fait de paraître un peu trop direct aussi. Ou un peu trop, tu sais. Et puis tout d'un coup, il y a la personne qui se vexe, et puis je me dis, ah oui, mince, j'ai mal commencé, enfin en abordant la discussion, j'ai pas buté comme il le fallait, et donc du coup ça part du mauvais pied alors qu'il n'y a pas de raison, quoi, tu sais, des choses comme Ouais, ça. moi j'ai ça aussi, hein. Mais si tu veux, on peut être direct en tant que HPI, on peut être direct en tant que TSA. Le HPI, il est direct parce qu'il a pas de temps à perdre, il va vite à l'essentiel. Et si on est entre homologues, en général, c'est pas un sujet parce que on voit bien que c'est juste pour pas traîner. Le TSA, il peut être direct parce qu'il n'a pas les jeux diplomatiques, il n'a pas les implicites sociaux, il n'a pas forcément les conventions, et il va mettre les deux pieds dans le plat parce qu'il est un peu cash spontané, et il voit pas qu'en face, ça fout le bordel. C'est ça, c'est ça. Et puis quand tu commences à t'en rendre compte, tu te dis mince, il y a des dégâts il y a les dégâts sont déjà faits, quoi. Bah, sauf si en face, la personne, elle accepte de comprendre que t'as pas une mauvaise intention. Mais très souvent, j'essaie de rappeler ça aussi, c'est pas l'intention qu'on a qui compte, c'est l'effet qu'on produit. Donc si dans l'effet, déjà, tu cartonné la personne en face, non pas que c'était ton intention, bah, faut voir si la personne, elle accepte que ton intention, elle était pas celle-ci, si tu as été maladroit.